Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette rencontre de l'agence qui est un peu traditionnelle et qui occupe la deuxième partie de notre Assemblée Générale, rencontre de l'agence où en cette période on a toujours un invité, un grand témoin. Et aujourd'hui c'est donc Jérôme Fourquet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous toutes et tous également d'être présents d'une manière un peu traditionnelle. Jérôme Fourquet, vous êtes analyste politique français, directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP, co-auteur de plusieurs livres, j'en citerai qu'un qui est disponible également à la sortie de l'Amphi, La France sous nos yeux. Alors pour remettre le contexte en à peine 2-3 minutes, après ces années difficiles, peut-on parler, Monsieur Fourquet, de déprime collective, d'un coup de mou des Français, de changement de comportement avec des habitudes nouvelles et des conséquences importantes dans nos modes de vie, dans les modes de faire société, dans notre rapport au travail, dans notre manière de consommer, de bouger, de se déplacer. Alors, j'ai lu Grosse fatigue, épidémie de flemme, c'est le titre d'une étude qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès à laquelle vous avez contribué, donc c'est ce que vous avez dit également. Donc, Jérôme Fourquet, les Français ont-ils moins envie de faire et ont-ils moins envie de se laisser faire? Voilà, donc je vous laisse la parole. On a 1 heure, ça tiendra 1 heure, donc vous savez qu'à midi 5, cette conférence sera terminée. On vous proposera de prendre 2, 3, 4 questions et on vous invitera à la suite de cette conférence à pouvoir prendre le pot de l'amitié comme nous le faisons habituellement dans le patio de l'ENSAM. Voilà. Jérôme Fourquet. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc, je suis très heureux d'être devant vous ce matin pour évoquer ce qu'on appelle les métamorphoses françaises, c'est-à-dire les grandes transformations que le pays a connues en l'espace de quelques décennies et dont on a été spectateur, témoin, mais également acteur sans forcément en avoir totalement conscience. La crise du Covid est passée par là, on en reparlera, mais de notre point de vue, la crise Covid n'a fait qu'accélérer, comme souvent dans les crises, un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre préalablement, même si parfois l'accélération en termes de changement a été assez spectaculaire, notamment dans le rapport au travail avec l'essor du télétravail. Mais ne nous focalisons pas uniquement sur le Covid et essayons de dézoomer, ce qu'on va essayer de faire ce matin, sur en gros les 30 à 40 dernières années. Donc le point de départ de l'analyse va nous ramener aux années 80-90. Et puisque c'est dans cette période-là que se sont développés ce qu'on a appelé, nous, donc les métamorphoses françaises. Alors j'essaye ça marchait au test, bien sûr, comme d'hab. Mais, donc je vous détaillerai respectivement 2 points. Tout d'abord, le changement de modèle économique. Comment on est passé d'un modèle d'une économie qui était encore organisée autour de la production, l'industrie et l'agriculture, à une économie de la consommation, du tourisme, du service à la personne, du résidentiel et de la logistique. Et donc à double titre, je pense que ça doit parler devant votre Assemblée. On est ici dans une vieille terre industrielle et puis je parle devant une agence de développement et d'urbanisme. Donc tous ces sujets-là, bien évidemment, résonnent. Et puis je reviendrai dans un deuxième temps sur ce qu'on a appelé la démoyennisation et qui vise un peu à traiter plus spécifiquement ce qui se passe au niveau de la grande classe moyenne en reprenant les travaux notamment d'un grand sociologue français qui s'appelait Henri Mandras, mais dont les travaux sur ce sujet remontent aux années 80. Et donc nous, on a essayé d'écrire un peu la saison 2 et de voir comment les choses avaient évolué depuis. Alors tout d'abord, on commence par l'économie parce que, encore une fois, vous êtes une agence de développement et d'urbanisme. Vous savez comment les activités économiques
sont déterminantes et comment elles ont un effet structurant et d'entraînement à la fois sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur nos paysages, sur nos modes de vie, sur nos références, sur la composition des classes sociales. Et donc on a pensé qu'il était bon de commencer par là. Le basculement d'une économie qui était encore organisée autour de la production à une économie qui tourne dans tous les sens du terme, d'abord et avant tout aujourd'hui autour de la consommation, un processus comme celui-ci, il ne se fait pas d'un claquement de doigts, il n'y a pas un moment bascule, une date charnière où on va passer d'un monde à un autre. Néanmoins, si on devait retenir une période qui serait un peu emblématique, qui viendrait symboliser ce passage de témoin, ce passage de relais, on pourrait retenir la période du printemps 1992. Alors je m'en excuse auprès des Lillois que vous êtes, l'exemple sera francilien, mais il parlera à tout le monde. Le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de Renault-Billancourt, la grande citadelle ouvrière qui a marqué notre histoire économique, politique et sociale depuis longtemps, avec les grandes grèves de 36, de 68, etc. etc. L'activité avait beaucoup décliné déjà sur l'île Seguin, mais il y avait encore 4000 salariés qui travaillaient sur l'île Seguin à Billancourt en mars 92. Et donc, le 31 mars, c'est la fermeture définitive. Si vous allez vous promener aujourd'hui sur l'île Seguin, il reste cette histoire, uniquement la passerelle et le portail d'entrée qui commandait l'accès à l'île Seguin. Tout le reste a été démantelé et il y a beaucoup de réserves foncières, comme on dit dans votre jargon, et on a commencé déjà à réhabiliter cette friche avec la création d'une cité de la musique qui est à la pointe de l'île Seguin. Les établissements Renault disposaient également d'autres bâtiments de part et d'autre de la Seine. Eux aussi ont été tous démantelés, à l'exception d'un seul qui s'appelle aujourd'hui M70, nom de code pour Métal 70, qui était le numéro d'atelier d'un des ateliers de métallurgie du grand complexe de Renault Billancourt. Et on a conservé uniquement, les architectes se sont fait plaisir, les grandes superstructures métalliques qui donnent encore à ce bâtiment son cachet industriel. Mais aujourd'hui, c'est le siège de BNP Real Estate qui a été implanté dans le bâtiment M70. Et donc, vous voyez comment on est passé d'un univers à un autre. Si aujourd'hui, vous faites un sondage où vous demandez aux jeunes franciliens s'ils savaient qu'il y avait une usine automobile de première importance aux portes de Paris il y a encore 30 ans, ils vous regardent avec les yeux ronds parce que pour eux, c'est vraiment un monde qui a disparu, qui a été englouti. Donc là, on était le 31 mars 92 et le 12 avril 92, donc moins de 2 semaines plus tard, à l'autre bout de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne, c'était l'inauguration en grande pompe de ce qu'on appelait à l'époque Euro Disney et qui s'appelle maintenant Disneyland Paris. Et donc en 15 jours, on passait de Billancourt à Disney. Disney, c'est le premier employeur monosite de France. On a 16 000 salariés qui travaillent chez Disney. Vous avez beaucoup de salariés, par exemple, qui travaillent pour Airbus à Toulouse, mais sur différents sites de production. Sur une seule entité, un seul emplacement, c'est Disney qui concentre le plus de salariés aujourd'hui en France. Il faut au moins ça pour accueillir les 16 millions de visiteurs qu'enregistre chaque année Disney, qui fait d'elle, ou de lui, la principale destination touristique d'Europe et donc de France. L'implantation de Disney a modifié considérablement l'aménagement du territoire de l'Est francilien, puisqu'on a fait venir l'autoroute, le RER et même le TGV. On a concédé à Disney d'énormes réserves foncières qu'il s'occupe progressivement de lotir et d'aménager avec un goût très particulier de l'urbanisme. Et donc quand vous allez là-bas, vous vous retrouvez plongé un petit peu dans les dessins animés de votre enfance. Donc vous voyez que l'emprise de Disney est énorme. Mais cette emprise, elle n'est pas uniquement paysagère et économique, elle est également culturelle. Si je dézoome de l'Île-de-France et que je m'intéresse à la population globale française, celle des 18-35 ans, donc c'est ce qu'on appelait nous la France d'après, celle qui arrive aujourd'hui, qui, petite parenthèse, est née soit au moment de l'inauguration de Disney, soit après, eh bien ces jeunes Français, 18-35 ans, au niveau national, 75% d'entre eux sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney, au niveau national. Et donc vous vous souvenez peut-être que lors de la dernière campagne électorale, certains candidats, je vous laisserai mettre les noms vous-même, nous ont beaucoup parlé d'identité nationale. Et donc on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une identité nationale, comment elle se construit, comment elle se bâtit,
comment elle se transmet, comment elle s'incarne. Et si on veut être un peu taquin, on peut dire qu'aujourd'hui, ces 75% de jeunes Français qui sont allés chez Disney, eh bien, on peut tamponner leur passeport, bon français, puisque aujourd'hui, être allé au moins une fois dans sa vie, ça fait partie des rites de passage et d'un élément qui nous avons tous quasiment en commun. Cette inauguration de Disney, c'était avril 92, donc l'année dernière, en 2022, Disney a fêté son 30e anniversaire. Et à l'occasion de ce 30e anniversaire, ils ont déployé une campagne de communication dont le slogan était bien trouvé, puisqu'il était le suivant: « Nous ferons tout pour vous en souvenir encore dans 30 ans ». Pourquoi était-ce bien trouvé? Eh bien parce que les générations qui aujourd'hui sont en âge d'avoir des enfants et qui les emmènent chez Disney appartiennent à la génération des pionniers qui eux-mêmes enfants sont allés chez Disney au moment de l'inauguration. Et donc en 30 ans, en une génération, la greffe a pris. Et aujourd'hui, Disney fait partie de notre paysage culturel et notre paysage économique. Alors je referme la parenthèse enchantée de Mickey pour rebasculer sur le sujet du passage d'un modèle économique à un autre. Et donc, qui dit passage d'une économie de la production à une économie de la consommation, évoque bien évidemment la question de la désindustrialisation. Ce sujet de la désindustrialisation, il est assez piégeux parce que il suscite souvent en nous, il produit des images rétiniennes. Vous savez, des images qui nous collent un peu au cerveau, qui ne sont pas fausses, mais qui sont que partielles. Quand on évoque la désindustrialisation, pas uniquement ici à Lille, eh bien spontanément, on associe ça à la métallurgie lorraine, à la construction navale sur nos côtes, au charbonnage dans votre région. Et toutes ces images ne sont pas erronées, elles ne sont pas fausses, mais elles nous ramènent aux années 70. Et elles nous laissent supposer que l'essentiel de la casse ou du sale boulot a été effectué à cette période et qu'ensuite on est passé à autre chose. Sauf que si on reste dans l'univers métaphorique de la métallurgie, la désindustrialisation, ça a été un process de coulée en continu qu'on n'a jamais interrompu depuis cette période. Vous avez sur la carte suivante la localisation des 940 sites industriels de plus de 50 salariés que la France a perdu depuis 2008. Pourquoi 2008? On a pris la dernière grande crise économique que le pays a connue. Entre 2008 et 2020, on a perdu 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Vous voyez que toutes les régions ont été touchées, sans exception, puisque toutes les filières ont payé leur tribut. La sous-traitance automobile, l'agroalimentaire, ce qui restait de textile, la papeterie, l'ameublement, etc., etc. Quand une usine... Alors, ce que vous voyez sur la carte, c'est que parmi ces nombreux avantages, l'industrie avait ou a la capacité à mailler le territoire et être présent partout dans le pays, pas uniquement aux portes des grandes métropoles ou des grandes agglomérations. Et donc, quand un grand géographe français qui s'appelait Armand Frémont, qui était de l'université de Caen, a travaillé sur ce sujet-là, il nous explique que cette France industrielle des villes moyennes, en gros, elles étaient toujours schématiquement structurées sur le même triangle, avec la première pointe, c'était le site de production, l'usine. La deuxième pointe du triangle, la cité ouvrière, qui avait été construite par la direction de l'usine pour loger les ouvriers. Les méchantes langues rajoutent également aussi pour contrôler ce qui s'y passait. Et puis, la troisième pointe du triangle, c'était le stade. Le foot au nord, le rugby au sud. Si vous allez à Clermont-Ferrand, le stade de rugby il est aux portes des usines Michelin. Si on se déplace à Sochaux, dans le cœur du fief de PSA, pendant très longtemps, les Lionceaux, c'est le nom dit tout déjà, le club de foot de Sochaux, a joué sur un terrain qui s'appelait le stade de la Forge, puisqu'on avait construit le terrain sur l'emplacement d'une ancienne forge de Peugeot. Et donc, quand l'usine ferme, en fait, dans ces villes moyennes ou dans ces vallées, eh bien, c'est tout un monde qui s'effondre. C'est les emplois directs et indirects qui disparaissent, mais c'est également une fierté, une identité. Dans tel endroit, on faisait de la chaussure, ailleurs, on faisait de la coutellerie, ailleurs encore, on était métallo. Et donc, même si tout ça était dur, il y avait encore une fois une fierté, une conscience d'appartenance qui avait été générée par ces activités-là. Quand on regarde ce qu'on appelle la France périphérique, eh bien, dans beaucoup de ces sous-préfectures, aujourd'hui, maintenant que l'usine a fermé, on se tire la bourre entre l'hôpital public du coin et la grande surface pour avoir le statut de premier employeur, puisqu'il y a un grand vide qui a été laissé béant.
Donc ça, c'est une conséquence majeure de ce phénomène de désindustrialisation. Alors pour être tout à fait objectif et essayer de positiver un peu les choses, depuis 2016, si on fait la balance ouverture, nombre d'usines fermées versus nombre d'usines ouvertes ou agrandies, nous sommes repassés en positif depuis 2016. C'est encore assez timide. Le président de la République est venu il n'y a pas longtemps dans votre belle région, à Dunkerque et ailleurs, inaugurer ou annoncer le lancement de gros projets industriels. Et donc, on a un phénomène de peut-être réamorçage de la pompe. Il faut le souhaiter. Et si on veut utiliser notre métaphore, peut-être que le nageur a enfin atteint le fond de la piscine et qu'il a donné un coup de talon et qu'il est en train de remonter. Il était temps parce que la casse a été absolument spectaculaire. Durant cette même période, donc des années 80-90 à nos jours, le deuxième pilier de notre économie productive a lui aussi vu ses effectifs se contracter très spectaculairement. Il s'agit de l'agriculture. Là aussi, attention aux images rétiniennes. Bien sûr que l'exode rural, la mécanisation des exploitations, le remembrement agricole, tout ça nous ramène aux années 50-60. Mais comme disait le camarade Lénine, les faits sont têtus, les chiffres et les faits sont têtus. Et si vous regardez les données du recensement, en 1988, on compte encore 1 million d'exploitations agricoles en France. 1 million d'exploitations agricoles, ça veut dire que les agriculteurs et leurs familles, dans bon nombre de communes rurales, représentent encore 30 à 35% de la population locale. Ils ne sont déjà plus majoritaires, mais comme on dit dans les milieux économiques, ils constituent la minorité de blocage à 35%. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Et ce n'est souvent pas le fait du hasard, si c'est souvent un des leurs qui, à l'époque, fin des années 80, est encore le maire de la commune en question. 30 ans plus tard, nous ne dénombrons plus, d'après les statistiques de l'INSEE, que 380 000 exploitations agricoles. Donc en 30 ans, nous avons perdu 2/3 de l'effectif. C'est le plus grand plan social sectoriel, mais silencieux, de l'histoire de France contemporaine. Il s'est produit de manière moins douloureuse et moins spectaculaire et bruyante que dans l'industrie, puisque c'est souvent à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant que la ferme a été cédée ou a été dissoute. On ne le perçoit pas forcément quand on se promène en France, dans ces zones rurales, dans la mesure où la surface agricole utile du pays a diminué, mais pas du tout dans ces proportions-là, du fait notamment de la reprise par les exploitants qui étaient encore en activité de tout ou partie des terres de ceux qui sont partis à la retraite. Néanmoins, ça se voit sociologiquement, puisque dans ces communes rurales, donc à 20, 30, 40 km de la grande ville la plus proche, aujourd'hui, à 380 000 exploitants, les agriculteurs et leurs familles, quand ils représentent 10 à 15% de la population locale, c'est souvent le maximum de ce qu'on peut connaître. Et donc la nature et l'identité de ces communes rurales, en 30 ans, a changé. Elles ne sont plus à dominante ou à vocation agricole. Soit on est dans des régions où le tourisme se porte bien et donc on a pivoté vers le tourisme vert, soit on est dans des régions qui ne permettent pas forcément cette reconversion touristique. Et donc on a vu fleurir beaucoup de lotissements à côté du noyau historique du bourg pour loger un public souvent modeste qui, pour accéder à la propriété, est venu s'installer à 30 ou 40 km de la grande ville la plus proche. Donc tout ça s'est fait dans un laps de temps, vous voyez, assez court. Les processus avaient commencé, le déclin des effectifs agricoles, ça ne date pas des années 80, mais on a passé l'accélérateur à ce moment-là. Notre économie n'est pas restée les bras ballants, et face à l'affaiblissement de ces deux moteurs productifs historiques, eh bien, d'autres secteurs ont pris le relais. Puisqu'on est passé, comme je l'ai indiqué, dans une économie de la consommation, il y a un secteur qui a joué un rôle prépondérant dans ce développement de cette société de consommation, bien évidemment, c'est le secteur de la grande distribution. Alors nous sommes ici à Lille, donc je n'ai pas pris l'exemple d'une famille très célèbre de votre région qui se distingue dans ce secteur. On a pris un milieu de tableau, on a pris Intermarché. Intermarché, en 1980, ils ont 310 magasins en France. 10 ans plus tard, ils en ont 1385. Donc je vous laisse faire rapidement la division dans vos têtes. Ça correspond à 2 inaugurations par semaine pendant 10 ans. Donc vous qui êtes des aménageurs, vous voyez ce que ça veut dire, 2 inaugurations semaine pendant 10 ans.
Ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, puisqu'on a encore rajouté 500 unités depuis 90. Et aujourd'hui, Intermarché revendique 1832 points de vente en France. Et sur leur site internet, ils indiquent qu'en moyenne, vous tombez sur un Intermarché dès que vous faites 14 km. En 30 ou 40 ans, Intermarché et leurs concurrents ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise. Tout le paysage a été quadrillé, irrigué par cette infrastructure commerciale qui incarne et matérialise le basculement à la société de consommation. En termes paysagers, j'allais dire, la vision ou l'illustration est très parlante, puisque ce phénomène s'est traduit par l'avènement d'un élément paysager que le monde entier nous envie, qui s'appelle la zone commerciale de périphérie, qui a fleuri en entrée ou en sortie de chaque chef-lieu de canton qui se respecte, chaque gros bourg se devant d'avoir un supermarché et, quand on est préfecture, un hypermarché. Le navire amiral, bien évidemment, c'est la grande surface, mais très rapidement sont venus s'agréger les navires escorteurs, que sont toutes les boutiques franchisées de la distribution spécialisée, donc les articles de sport, l'équipement de la maison, l'animalerie, etc., etc. Et dans un deuxième temps, d'autres types de commerces, les commerces alimentaires, le burger, la pizza et autres, puis les activités récréatives, le bowling, le laser game, le karting, sans oublier pour les plus grosses zones commerciales, le multiplex, le cinéma. Certains sont implantés dans le cœur des villes, mais la plupart sont en périphérie, puisque, en termes d'aménagement, ils obéissent à la même logique que la grande surface. On se déplace dans ces lieux en voiture, et comme il y a souvent 10 ou 12 salles, et donc on a vocation à accueillir en même temps plusieurs centaines de spectateurs, il faut les parkings attenants qui soient en capacité d'accueillir ce public. Là aussi, on peut avoir le sentiment que tout ça est assez ancien, mais quand vous faites un peu un travelling arrière, comme on dirait au cinéma, eh bien, on s'aperçoit que c'est assez récent. Le premier multiplex, il a été inauguré à Toulon en 1991-92, et en 93, on en avait 2 en France, et à peine 30 ans plus tard, on avait multiplié par 100, on en a 230. Donc ça fait aujourd'hui de ces zones commerciales de périphérie, ça a fait que ces zones commerciales de périphérie ne sont plus uniquement des zones commerciales, mais sont aussi des zones récréatives. On va y manger, on va y flâner, on va s'y divertir. Et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est décideur national et qu'on habite un arrondissement du centre de Paris, quand on est décideur et qu'on habite dans le cœur du régional et qu'on habite dans le cœur de l'île. Mais ces zones commerciales de périphérie, aujourd'hui, c'est le cœur battant de la société française contemporaine. C'est là où beaucoup de gens consomment, 70% du commerce s'effectue toujours là. C'est là où beaucoup de gens travaillent, c'est là où, je l'ai dit, on va se divertir. Et puis c'est là aussi où certains se sont fait entendre. Si la dernière mobilisation sociale contre la réforme des retraites a renoué avec le traditionnel défilé Bastille-Nation, le rendez-vous place de la préfecture quand on habite en province, au moment de la crise des Gilets jaunes, le rendez-vous c'était le rond-point de Descartes ou le parking de McDo. C'est là qu'on s'est fait entendre et c'est là qu'on s'est manifesté, parce qu'on avait, consciemment ou non, l'idée que le cœur battant économique se situait dans ces zones. Tout ça constitue, si vous voulez, un peu la saison 1 du passage à la société de consommation, incarnée par la zone commerciale et la grande surface. On est passé maintenant en saison 2 avec le développement du e-commerce, où on va livrer le client jusque chez lui. Je vous ai fait figurer sur ce graphique le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble de la filière du e-commerce en France. Donc, c'est les chiffres de la FEVAD, l'organisme qui structure cette interprofession. En 2005, ils affichaient un chiffre d'affaires cumulé de 8,4 milliards et on était arrivé à 129 milliards en 2021. Vous voyez le développement spectaculaire de ce processus. Donc, tout ça, c'est pas fait au détriment des zones commerciales. La formule hypermarché est un peu en crise. Alors, en crise, c'est que ça arrête de croître pour eux. Donc, voilà, il y a encore un peu de marge. Mais vous voyez que maintenant, le phénomène a pris une autre nature. Pour desservir ces très nombreux points de vente ou pour maintenant livrer le client jusqu'à chez lui, il a fallu qu'un deuxième secteur que celui de la grande distrie se muscle considérablement durant cette période. Il s'agit du secteur de la logistique.
qui existait bien évidemment déjà avant les années 80-90, mais qui a vu son essor considérablement se renforcer depuis. Si on poursuit notre enquête paysagère, en général, là c'est le rond-point d'après le rond-point d'Intermarché ou d'Auchan en direction de l'autoroute. Vous allez immanquablement tomber sur la grande boîte à chaussures métallique, dans le jargon des aménageurs, un EPL, un entrepôt plateforme logistique. On en a 4500 de plus de 5000 m² en France. Vous avez de très beaux spécimens de concentration de ces boîtes à chaussures dans votre région, puisque on se concentre souvent aux portes des grandes métropoles, mais à proximité immédiate des nœuds autoroutiers. Donc, typiquement chez vous, à l'Esquin, entre l'autoroute 1 et la A27, ou dans les environs de Roubaix, à côté de la A22, puisque cette économie industrielle de la France d'avant, les points de production étaient desservis par le rail, donc le réseau sanguin, le réseau, les artères principales, c'était le rail. Cette économie de la consommation, cette société d'après-métamorphose, elle est irriguée par le bitume. On doit livrer à J+1, le client est exigeant, il n'y a plus de stock, et donc les zones d'implantation qui vont être privilégiées par cette économie de la logistique concernent soit des anciennes friches industrielles, zéro artificialisation nette qu'il faut reconvertir, soit des terrains en vierge, mais qui étaient à proximité immédiate des axes autoroutiers pour, encore une fois, se déplacer plus vite. Dans cette France qu'on appelait d'après, on compte aujourd'hui 400 000 chauffeurs routiers, et donc on a plus aujourd'hui de chauffeurs routiers que d'agriculteurs, pour vous donner les ordres de grandeur. Et à côté de ces boîtes à chaussures métalliques qui s'implantent dans la périphérie immédiate de nos métropoles, vous avez une autre indication du poids de la logistique, c'est dès que vous sortez de ces métropoles et que vous prenez un axe routier un peu fréquenté, vous voyez la noria de camions. Et encore une fois, vous êtes dans une région qui est bien desservie en la matière, puisque vous êtes sur un axe majeur de circulation au niveau européen. Et Amazon, grand acteur de cette économie logistique, ce n'est pas pour rien qu'ils se sont notamment beaucoup déployés dans votre région, puisqu'on est, comme les géographes l'appellent parfois, sur ce qu'on appelle la banane bleue entre Londres et Milan, sur cette grande dorsale centre-européenne. Et donc il faut que la logistique s'installe sur tous ces secteurs. Je vous ai fait figurer sur la diapo suivante, c'était les types d'emplois qui étaient les plus demandés en 2018. Et donc vous voyez qu'arrivé en haut de la hiérarchie, beaucoup de ces métiers qui se raccrochent à cet univers de la logistique, magasinier, préparateur de commandes, chauffeur-livreur, technicien d'exploitation logistique. Un sociologue qui travaille sur les classes populaires nous disait à cette jolie formule qui dit « Les ouvriers n'ont pas disparu dans la France contemporaine, sauf qu'aujourd'hui, ils ne fabriquent plus des objets, ils les stockent et ils les déplacent. » Donc on consomme de plus en plus, on produit de moins en moins, et donc il faut un énorme back-office, comme on dit en bon français, logistique, une machinerie énorme pour stocker, distribuer, acheminer ces marchandises. Grande distribution, logistique. Dans notre nouveau modèle économique, nous avons un autre pilier qui est extrêmement puissant, qui tourne autour de l'économie récréative et touristique. Donc j'ai évoqué en introduction le cas de Disney, mais on peut prendre d'autres exemples. Et nous allons quitter la région parisienne pour aller dans un département, le Loir-et-Cher, qui avait été rendu célèbre par une chanson dans les années 70. Et pendant très longtemps, le Loir-et-Cher avait comme vitrine touristique un joyau hérité de notre histoire qui s'appelle le château de Chambord. Depuis une dizaine d'années, ils ont une deuxième locomotive touristique qui est plus puissante que Chambord, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et pour le coup, nous allons pouvoir dater précisément la période à laquelle la couronne a changé de tête. Donc vous avez en bleu le nombre de visiteurs annuels à Beauval et en rouge à Chambord. Et donc la couronne change de tête en 2012. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Le gouvernement chinois, dans sa grande mansuétude, prête à la France un couple de pandas géants. Les Chinois ne font que prêter. C'est Beauval qui se débrouille pour récupérer les pandas. Nous sommes dans le Val-de-Loire, il fait presque aussi beau que chez vous. Et donc les pandas s'acclimatent parfaitement. Ils donnent naissance à 2 bébés pandas. Brigitte Macron en est la marraine. Une série télévisée, une saison zoo est diffusée sur
les écrans télé. Et donc on passe le million de visiteurs cette année-là à Beauval. On a atteint 1 550 000 visiteurs en 2018 et l'année dernière, ils ont revendiqué 2 millions d'entrées à Beauval. Pour accueillir ce public, Beauval emploie en vitesse de croisière 850 salariés, c'est une entreprise totalement privée, et il monte l'été avec les saisonniers à 2000 salariés. Ce qui fait du Zooparc de Beauval le premier employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher, depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes en 2003. On retombe sur la question de la désindustrialisation. Dans un rayon de 30 à 40 km autour de Beauval, toute l'infrastructure d'hébergement, hôtels, Airbnb, gîtes, camping, tout ça ne tourne que pour et par Beauval. On réfléchit du côté des autorités locales à la perspective et la possibilité de créer une bretelle d'autoroute spécifiquement dédiée à Beauval, pour que la clientèle lilloise et francilienne puisse descendre plus rapidement sur le site. Là aussi, petite comparaison avec la période d'avant, c'était souvent des embranchements ferroviaires qui étaient construits pour qu'on puisse faire rentrer les matériaux pondéreux jusque dans le site de production de l'usine. Dans cette économie récréative et de la consommation, aujourd'hui, c'est le réseau routier qu'on adapte pour desservir plus rapidement les lieux touristiques et les lieux d'attractivité. Alors, vous voyez que sur cette courbe, sur ce graphique, la concurrence a parfois du bon, puisque la courbe rouge s'est mise, elle aussi, ces dernières années, à progresser. On pourrait se dire que Chambord est un peu dans la roue des pandas, puisque les Parisiens ou les Lillois qui descendent dans le 41 pour emmener leurs enfants voir les magnifiques pandas, en général, ils passent le week-end là-bas. Donc le samedi, on va voir les pandas, et puis qu'est-ce qu'on fait le dimanche avant de remonter? On tapote sur Internet, et puis on se rend compte qu'il y a un truc qui, paraît-il, est pas mal, ça s'appelle le château de Chambord, et que peut-être on pourrait aller le visiter. Et donc on a franchi le million de visiteurs à Chambord, et donc vous voyez que si vous êtes le président de l'agence de développement économique du 41, ou le président du conseil départemental de ce beau département, il faut vous soucier comme de la prunelle de vos yeux de l'état de santé de vos pandas, parce qu'ils sont devenus la poule aux œufs d'or de votre département. Et donc ça vous dit le poids devenu central de toute cette économie touristique et récréative dans notre nouveau modèle économique. Ce qui est assez frappant, de plus, c'est que si cette région est très agréable, on n'était pas au bord de la mer, ni au pied de la mer de glace. Il n'y avait rien, la commune s'appelle Saint-Aignan. On n'était pas non plus à 5 km de Chambord. Et comme on dit dans le jargon des professionnels du tourisme, eux, à Beauval, comme le Puy du Fou en Vendée ou comme le parc Astérix dans le nord de l'Île-de-France, ils ont créé la destination. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et ex nihilo, si vous avez un concept, comme on dit, qui est attractif, vous aurez la capacité de drainer les flux et de faire venir une population importante avec des retombées économiques significatives. Et donc là, encore une fois, vous voyez le poids de cette économie. On pourrait reprendre de manière... on pourrait dupliquer les exemples avec des cas qui sont plus saisonniers, mais regardez aussi tout ce qui fonctionne autour des festivals un peu partout en France. Il y a eu lieu le week-end dernier à côté de Nantes, le magnifique festival Hellfest dédié au heavy metal. Il y a eu de 200 000 entrées, c'est vendu en quelques heures. Regardez ce qui se passe en Bretagne ou dans des régions aussi comme la vôtre. Et donc toute cette économie récréative aujourd'hui, c'est un véritable poids lourd de notre nouveau modèle. À côté de donc grande distribution, logistique, économie récréative, nous avons également aussi un secteur qui pèse d'un poids décisif, tout ce qui tourne autour de la construction et de l'immobilier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les sujets qui fâchent avec le ZAN, etc. Mais prenons quand même conscience et la mesure du poids de cette économie de la construction au travers de cette carte. Donc cette carte, on l'aime beaucoup. Elle reproduit la carte de France avec indiqué pour chaque commune la période de construction majoritaire du parc immobilier ou du foncier de la commune en question. Donc ce n'est pas forcément 50%, mais c'est la tranche chronologique
majoritaire à laquelle le parc immobilier de la commune a été construit. Que voit-on? Vous voyez en rose toute une grande diagonale du vide qui occupe la majeure partie de l'espace français, où le foncier a été construit, le parc de résidence a été construit avant 14. Donc c'est une France qui est rurale, qui est en gros restée à peu près dans son jus, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des nouvelles constructions qui aient lieu après, mais la période dominante, c'est celle-ci. Vous avez ensuite une coulée orange qui passe pas très loin de votre région, un peu au sud, où la période de construction majoritaire, c'est l'entre-deux-guerres. Et là, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, vous reconnaîtrez quelque chose, c'est la ligne de front de 14-18, où, un peu comme dans le Donbass aujourd'hui, tous les villages et toutes les villes avaient été complètement détruites. Et donc, il a fallu reconstruire massivement. Et comme on n'est pas non plus dans des zones qui sont très touristiques ou très attractives démographiquement, l'effort de construction, pour l'essentiel, s'est cantonné dans ces années-là et on n'a pas eu besoin de reconstruire massivement ensuite. Vous avez ensuite sur la carte, on ne les voit pas parce que c'est des tout petits points, mais ça correspond aux zones urbaines, au cœur des zones urbaines, donc c'est là que se concentre l'essentiel de la population. Le cœur des métropoles où la période de construction majoritaire, c'est en gros les 30 Glorieuses, c'est de la reconstruction jusqu'aux années 60-70. Et puis vous avez autour de ces zones beiges des îlots, c'est l'heure des vacances, des atolls bleu clair, qui correspondent à toute la France périurbaine. Donc c'est toute la première extension des couronnes périurbaines dans les années 70. Donc c'est très net, vous voyez, autour de l'Île-de-France. Mais on observe le même phénomène partout. C'est-à-dire que vous prenez un département type, toutes les couronnes éloignées, c'est rose, c'est encore rural et la période de construction majoritaire, c'est avant 14. Le cœur de la préfecture, c'est en beige. Et puis vous avez une grande corolle bleu ciel qui correspond à mes zones de lotissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre phénomène intéressant, vous voyez que tous les principaux axes de circulation sont concernés. Si vous partez de Perpignan et vous remontez jusqu'au nord de Lyon, en prenant le littoral, le sillon méditerranéen, puis la vallée du Rhône, vous êtes uniquement dans un autre espace-temps, une période de construction majoritaire, c'est les années 70. Idem, si vous partez de Biarritz quasiment jusqu'à Saint-Malo en suivant le trait de côte, partout cette France-là, elle est majoritairement construite après les années 70. Il y a encore la vieille église bretonne, mais l'essentiel de la construction, c'est post-70. Et puis, vous avez les zones les plus bleu foncé, où le front d'urbanisation a continué de se déployer, à tel point que dans ces communes-là, la construction récente est majoritaire. Et donc, c'est après les années 90, voire les années 2000. Donc, vous voyez ce qui se passe sur le littoral atlantique, mais également, par exemple, en périphérie d'une agglomération comme Toulouse, avec aujourd'hui les deux atolls qui se sont rejoints entre Toulouse et Montauban. Maintenant, on a une espèce d'énorme conurbation qui s'est fait de jour. Pour produire ces effets paysagers et d'aménagement du territoire-là, il a fallu qu'un secteur très puissant soit aussi à la manœuvre. C'est le secteur de la construction, de l'immobilier, qui pèse d'un poids déterminant aujourd'hui dans notre économie, mais aussi dans nos imaginaires. Alors, regardez, un des animateurs préférés des Français, c'est Stéphane Plaza. Et hormis le talent du bonhomme, s'il est un des animateurs préférés, c'est qu'il parle aux Français d'un sujet qui les préoccupe au plus haut lieu. C'est comment accéder au logement, comment embellir le mien, comment le vendre, comment en acheter un, comment être dans les bons quartiers, etc., etc. Les bons quartiers et les bons coins. Ça nous permet d'aborder un autre sujet. Je suis ici à Lille, donc je ne vais pas me prononcer sur le fait de savoir s'il y a encore une lutte des classes. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui une lutte des places qui est très vive, puisque, bien évidemment, tous les éléments, toutes les parties du territoire national ne bénéficient pas de la même attractivité ou de la même désirabilité territoriale, et que ce qui est assez logique, c'est que tout à chacun aspire à loger dans les endroits les plus cotés, les plus sympas, les plus agréables. Ce que nous avons appelé avec mon co-auteur Jean-Laurent Casselli la France triple A. La France instagrammable, celle qui nous fait rêver, qui arrive tout en haut de l'échelle. Et puis vous avez tout en bas de l'échelle la France qui fait bien moins rêver, la France de l'ombre,
la France backstage, comme on dit en bon français, ou d'aucuns parleraient de la France moche. Et entre les deux, vous avez 50 nuances. De manière assez compréhensible, chacun aspire à se loger dans l'échelon le plus élevé possible, et donc va d'abord prospecter en triple ou double A. Bon. Et souvent, vous constatez que vous avez eu les yeux un peu plus gros que le ventre, et que c'est quand même assez cher. Et donc la mort dans l'âme ou la queue entre les jambes, vous ravalez votre fierté et vous descendez en simple A ou en A-, pour aller trouver un logement qui soit conforme à votre standing, mais aussi à votre budget. De cet échelon-là, vous évincez à votre tour, sans vous en rendre compte, quelqu'un qui gagne un peu moins sa vie que vous et qui va à son tour cascader sur l'échelon du dessous, et ainsi de suite. Et donc il y a une gigantesque bataille pour accéder aux meilleurs échelons de la désirabilité territoriale. Les 35 000 communes françaises ne disposent pas toutes d'un office du tourisme, et encore moins d'une agence de développement, mais elles ont toutes une page sur Wikipédia. Et donc il y a un géographe de génie, Mathieu Garnier, qui nous a aidés à produire cette carte. Il a eu l'idée d'aller aspirer, me demandez pas comment il a fait, 10 années de trafic Internet sur les 35 000 pages wiki des 35 000 communes françaises. On a reparamétré ça pour tenir compte de la taille de la population de chacune des communes concernées, en partant du postulat qu'une commune très peuplée va potentiellement gérer plus de flux Internet qu'une commune moins peuplée. Et une fois qu'on a neutralisé cet effet de taille, on a pu construire notre indicateur avec en rose fuchsia la France qui fait rêver, qui fait beaucoup de clics sur Internet, et donc on peut penser qu'elle va attirer aussi du flux, du tourisme, voire des habitants. Et puis à l'inverse, la France très en noir, très sombre, dont tout le monde se fiche et qui n'intéresse pas grand monde. Et vous avez les nuances qui apparaissent sur la carte. Et donc on a projeté ça ensuite sur la carte pour donner le résultat suivant. Donc vous avez la France triple A qui concentre le cœur des métropoles, les zones littorales, les zones de montagne, la France du Sud, et inversement, la France qui fait beaucoup moins rêver, les banlieues, les périphéries, l'arrière, les zones, ce qu'on appelle rétro-littorales, vous savez, c'est là où il n'y a pas vue sur mer, le pied des montagnes ou le fond des vallées, hein, vous voyez les coulées noires dans le massif alpin, si vous vous souvenez de vos cours de géographie, ce sont les fonds de vallée. Et puis, grosso modo, une France où il fait un peu moins soleil, mais le réchauffement climatique arrive, qui correspond à la France du Nord-Est. Et donc là, vous avez cette carte de l'inégale désirabilité territoriale du territoire. Est-ce que les choses vont changer avec le Covid ? Oui et non. On avait historiquement en France deux catégories de la population qui pouvaient choisir d'habiter là où elles voulaient. Il s'agissait des retraités aisés. La retraite, la pension va tomber que vous habitiez à Vesoul ou à Saint-Malo. Et on n'a rien contre Vesoul, mais ils préféraient Saint-Malo. Donc beaucoup étaient sur les côtes. On avait une deuxième catégorie de la population, c'était les professions libérales, notamment les professionnels de santé, qui ont aussi une très forte addiction à l'eau de mer et au soleil, donc ils sont plutôt au bord de la mer. Vous voyez, on n'entend jamais parler de désert médical dans le golfe du Morbihan ou sur la côte d'Azur. Le Covid est passé par là, avec une révolution dans le monde du travail, qui est le surgissement du télétravail. Alors attention, là aussi, aux images un peu biaisées parfois. Si vous écoutez les médias, vous lisez la presse, vous pouvez avoir le sentiment que l'ensemble de la France est passé au télétravail. Pourquoi ? Parce que les journalistes eux-mêmes sont en télétravail. Et comme souvent, ils considèrent que la France est à leur image, donc tout le monde y est passé. Si vous avez un petit doute ou un peu de bon sens, vous pouvez conforter votre bon sens en allant regarder les données de l'IFOP qui vous indiqueront que 70% des salariés français ne télétravaillent pas. 70%. Ça fait quand même 25% de salariés français qui télétravaillent 2 jours ou plus. Les 5% restants, c'est 1 jour. Donc c'est une masse quand même qui est considérable, même si elle est minoritaire. En Ile-de-France, c'est 40% de la population qui fait plus de 2 jours de télétravail par semaine. Et donc tout ça a modifié considérablement les habitudes. Mais ça peut modifier aussi les choix ou les stratégies résidentielles. Je vais caricaturer, aller très vite.
Sur ces 25% de salariés qui télétravaillent, on peut schématiquement distinguer deux types de publics. Vous m'excuserez de la côté assez basique de la simplification et de la schématisation. On va avoir des personnels d'exécution, des employés de bureau qui télétravaillent, typiquement en région parisienne ou en région lyonnaise. Ces Français, comme beaucoup d'autres Français, le standard de désirabilité en termes d'immobilier, c'est Stéphane Plaza qui l'a fixé. Donc le rêve, c'est la maison-jardin. Bon. Vu ce que je gagne dans ce type d'emploi, pour pouvoir me payer ça, il faut que j'aille habiter à 30 ou 40 kilomètres de la région parisienne ou de Lille. Et donc je me recule par rapport à là où j'habite actuellement. Vu les prix des carburants et les embouteillages, ça fait quand même cher la partie le barbecue le week-end. Mais si je n'ai plus à faire que ce trajet que 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, alors ça se regarde. Et donc le télétravail va s'accompagner, et s'accompagne déjà d'une poursuite de l'étalement urbain en périphérie des grandes villes. Donc chez vous, c'est des kilomètres de voiture en plus. En Ile-de-France, c'est 2 ou 3 stations de RER plus loin qu'on va aller chercher son bonheur Plaza dans le cadre du télétravail. Et puis, il y a la deuxième catégorie qui télétravaille, c'est les managers ou les chefs de service des précédents. Eux, ils ont les mêmes rêves immobiliers, un peu plus king size, mais l'échelle géographique est tout autre. Eux, ils ne raisonnent pas en RER ou en bagnole, ils raisonnent en TGV. Et donc, le développement du télétravail, ils y ont goûté au moment du premier confinement, quand beaucoup d'entre eux sont allés se confiner au bord de la mer ou dans leur résidence secondaire. Et donc, aujourd'hui, le télétravail se caractérise pour ces publics-là par des mouvements de population. Mais vous vous souvenez peut-être qu'on avait beaucoup dit aux sorties de Covid que ça allait être la revanche des villes moyennes. Bon. Sauf que, pas de chance, toutes les villes moyennes ne sont pas logées à la même enseigne sur l'échelle de désirabilité. Et ces cadres télétravailleurs, ils vont privilégier les villes moyennes desservies par le TGV, avec un cadre de vie sympa, donc souvent touristiquement agréable, et de préférence au bord de la mer. Et il y a un vieil adage chartois qui dit, en fait, il pleut toujours où c'est déjà mouillé. Et donc, cette nouvelle catégorie de population qui peut se mettre en mouvement en termes de choix résidentiels, la nature est mal faite parce qu'elle a exactement les mêmes goûts immobiliers que les 2 premières catégories, mes professions libérales et mes retraités, aisés. Et donc, ils sont tous aujourd'hui concentrés sur les littoraux, notamment atlantiques, où le prix de l'immobilier a littéralement explosé. Donc, vous voyez en quoi le Covid a non pas changé, mais accéléré un certain nombre de phénomènes. Et cette question de l'accès au foncier, aujourd'hui, dans certains territoires, est de plus en plus tendue, puisque des populations modestes, pourtant issues de ces territoires-là, vont se faire progressivement évincer du marché immobilier local, parce qu'avec l'envolée des prix, elles ne peuvent plus accéder à ces endroits-là. Alors, on précisera peut-être aux Bretons des littoraux ou aux Corses que si un sale compte parisien a acheté la maison, c'est qu'il y a un gentil Corse ou un gentil Breton qui à un moment l'a vendu quand même. Hein. Donc la hausse des prix n'est pas perdue pour tous les natifs. Certains ont fait des plus-values au passage. N'empêche que on est dans ce phénomène-là. Et donc tout ça va jouer un poids croissant dans l'aménagement du territoire. Et donc vous voyez bien qu'on va avoir aussi un vrai sujet sur le zéro artificialisation nette. Une précédente ministre du Logement, Madame Wargon, pour ne pas la nommer, avait suscité un tollé quand dans un colloque, elle avait dit la maison individuelle avec jardin dont on peut faire le tour, donc ça veut dire pas de mitoyen, est une impasse écologique, sociale et environnementale. Environnementale, on artificialise, économique et sociale, c'est 30 à 40 km de Lille, et donc dès que le litre de diesel est à 2 €, on envoie dans le décor tous ces publics-là. On peut partager son diagnostic et son constat, sauf qu'on a 2 limites. La première, c'est que la maison avec jardin, plus que jamais, c'est le rêve français. 75% des Français, soit sont déjà dans ce schéma-là, soit s'ils n'y sont pas, aspirent à y accéder. Les confinements et les canicules à répétition ne vont qu'amplifier l'appétence pour un bout de jardin ou une terrasse.
La deuxième objection qu'on peut porter à la ministre, l'ancienne ministre, c'est qu'elle aussi était victime d'images rétiniennes, parce que la maison avec jardin, c'est très pavillon phénix ou Bouygues, maison de maçon, du début des années 80. La norme aujourd'hui, c'est Stéphane Plaza qui l'a fixée. Et donc c'est maison jardin et piscine, si on a les moyens. Et comme le réchauffement climatique passe par là, même chez vous, ça devient rentable d'avoir une piscine. Vous savez qu'on a inventé dans l'univers immobilier un nouveau terme, ça s'appelle piscinable. Au moment où vous achetez un bien immobilier, s'il n'y a pas de piscine, vous demandez au vendeur ou à l'agent immobilier si le terrain est piscinable. Si vous ne pouvez pas construire de piscine sur le terrain ou si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de stress. Il y a une autre extension aquatique possible au modèle Plaza, c'est le spa ou le jacuzzi, qui se vendent par dizaines de milliers d'unités tous les week-ends dans toutes les zones commerciales de périphérie dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on a certes une prise de conscience environnementale qui est en train de cheminer dans la population, mais ce rêve-là est très très fortement ancré. Et donc, ça va être compliqué en termes de bataille culturelle. Surtout que les décideurs qui sont chargés de mener cette bataille culturelle, la plupart du temps, habitent en maison avec jardin. Et donc, vont dire autour, non, mais vous ne pouvez pas, vous comprenez bien, là, c'est l'équilibre de la planète qui est en jeu. Et donc, vous allez vous installer dans du vertical. Mais ça va être très bien, en fait. Ça va être très convivial. Donc je referme la parenthèse pour terminer sur cette partie sur l'aménagement du territoire et maintenant aborder le deuxième chapitre qui est celui de la démoyennisation. Alors qu'est-ce que la démoyennisation? La Palisse dirait, il aurait raison, que c'est le contraire de la moyennisation. Et quand on parle de moyennisation en sociologie, on se réfère souvent aux travaux du sociologue que j'ai évoqué tout à l'heure qui s'appelle Henri Mandras. Et Mandras, il est resté célèbre en sociologie, notamment pour ce schéma, pas pour un schéma, mais pour tout ce qu'il a raconté autour, qui s'appelle la toupie de Mandras. Donc, dans un de ses livres, qui s'appelait La Seconde Révolution française, 1965-1984, vous voyez que vous êtes en saison 1, là, c'est les 30 Glorieuses, le choc pétrolier, donc la France avait déjà beaucoup évolué. Et donc, nous, on essaye modestement de prendre la suite en disant qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin des années 80. Donc, Mandras, quand il synthétise toutes ces transformations des années 60 à 80, nous dit en fait, s'il fallait retenir une idée, c'est celle d'une moyennisation de la société française. Non pas qu'elle se soit totalement homogénéisée, qu'elle soit d'un bloc, mais les modes de vie ont convergé. Du fait de l'exode rural, les gens sont concentrés dans les villes, de l'accès au travail, du marché du travail pour les femmes, on a parlé du poids de la grande distribution, le développement du modèle social français, etc., etc., les médias de masse, et on fait que tout le monde ne consommait pas la même chose exactement, mais les modes de vie s'harmonisaient. Du coup, il a synthétisé son propos en disant, voilà, la société française de la fin des années 70, début des années 80, si on devait la dessiner, elle aurait la forme de cette toupie, avec un sommet effilé, l'élite, une base évasée qui concentre les catégories les plus pauvres, qui n'ont pas disparu, bien évidemment, et le propos central, c'est ce qui se passe dans le ventre rebondi de la toupie, où cohabitent. Lui ne parlait pas de classe, c'était plus poétique, il parlait de constellation, la constellation centrale, donc les classes moyennes, et puis la grosse constellation populaire, les classes populaires, qui, c'est toute l'histoire des années 60 au début des années 80, avaient quelque part pris l'ascenseur et s'étaient arrachés du fond de la toupie pour aller se coller, certes pas en haut, mais dans le bas du gros ventre, et donc ne se mêlaient pas encore à la classe moyenne, mais faisaient une espèce de continuum. Durant cette période, on a un septennat, notamment un septennat, celui de Valéry Giscard d'Estaing, 74-81, et Giscard avait écrit plusieurs livres, dont un s'appelait « 2 Français sur 3 ». Et donc l'ambition politique et sociologique de ce président à l'époque, c'était de s'adresser à ce gros ventre rebondi de la toupie qui concentrait 2/3 de la population. Nous, la thèse qu'on défend, dans le livre « La France sous nos yeux », c'est que depuis la fin des années 80, nous avons sans doute enclenché un cycle inverse qui est un cycle de démoyennisation. Ça ne veut pas dire que la classe moyenne a explosé, elle est toujours bien présente. On parlait du Covid tout à l'heure. C'est en France, d'après les statistiques internationales, que les inégalités ont le moins augmenté en sortie de Covid par rapport à tous les autres grands pays occidentaux. Le quoi qu'il en coûte est passé par là. Donc, il y a une certaine cohésion encore dans la société française, mais ce gros ventre rebondi de la toupie est soumis à des forces centrifuges que nous on a appelées la démoyennisation, donc soit par le haut, soit par le bas.
On ne va pas vous assommer avec des séries de statistiques sur les déciles de revenus, etc. Mais comme on l'a vu tout à l'heure que la consommation et les modes de vie étaient devenus centraux dans le fonctionnement de notre société, pour essayer d'illustrer et diagnostiquer ces phénomènes de démonétisation par le haut et par le bas, on a regardé ce qui se passait dans un certain nombre de marchés et de secteurs d'activité un peu type pour illustrer le phénomène. On peut prendre l'exemple, encore une fois, de la grande distribution, avec un certain nombre d'enseignes qui ont décidé, comme on dit en marketing, de monter en gamme ou de se premiumiser. Si elles ont fait ce choix, c'est qu'elles ont fait le diagnostic qu'il y avait suffisamment de consommateurs qui étaient entre l'élite et le ventre rebondi de la toupie, qui s'étaient arrachés de la classe moyenne pour consommer et acheter les produits premiumisés ou moyenne, assez haut de gamme qu'ils ont en vente. Et donc si je reste dans l'univers de la grande distribution, vous voyez, c'est une enseigne comme Monoprix par exemple, qui s'est spécialisée sur la clientèle, comme on appelle le CSP+, du cœur des grandes métropoles. Je fais appel à vos souvenirs. Monoprix a fusionné avec Prise Unique il y a quelques années. Et donc si tout à l'heure vous allez faire un tour au Monoprix Gourmet de Lille et vous vous rappelez de vos souvenirs du Prise Unique, vous aurez un petit choc thermique. On est passé à autre chose là. Et bien donc là on est bien sur cette logique de premiumisation et de montée en gamme. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont encore une fois diagnostiqué que dans le cœur des métropoles, il y avait cette clientèle suffisamment nombreuse et solvable pour répondre à ça. Je peux prendre un autre exemple qui a trait, lui, aux vacances. Alors non pas aux vacances d'été, mais au sport d'hiver. Alors attention, pas de confusion et d'erreur de diagnostic. L'idée, c'est pas de dire il fut un temps où toute la France partait en sport d'hiver, ça n'a jamais été vrai. Mais au moment où Mandras écrit son livre, à la fin des années 70, au début des années 80, vous avez facilement 15, 20, 25% de la population à qui il arrive parfois d'aller à la montagne. Tout ça ne descendait pas du ciel, si je puis dire. Il y avait une volonté politique qui était à l'œuvre. Et De Gaulle, dans les années 60, avait lancé le plan Neige pour développer des stations de ski ex nihilo pour donner des compléments de revenus à tous les massifs montagneux de France. Et pour que ça aille vite, on avait donné les clés à des promoteurs qui avaient ressorti de leur carton les mêmes plans qu'ils avaient utilisés dans les grands ensembles en banlieue pour construire vite et pas cher. De toute façon, ça n'avait pas vocation à être beau. Il fallait que ce soit pas cher et qu'on puisse loger beaucoup de gens. Et de toute façon, la plupart du temps, ils seraient sur les pistes et non pas dans ces appartements. Et donc, vous avez un urbanisme de station qui est très typique de ces années-là. Cette période, ce moment-là de démocratisation partielle de l'accès au sport d'hiver est, j'allais dire, synthétisé dans un film culte en France qui s'appelle Les Bronzés, font du ski, qui sort dans ces années-là. Et si vous repassez la joyeuse brochette de personnages, vous n'avez pas de patron du CAC 40 dedans, mais vous n'avez pas non plus d'ouvriers métallurgiques. Vous avez un instit, une esthéticienne, un petit chef d'entreprise, donc on est bien dans mon ventre rebondi de la toupie. Ce qu'on a un peu oublié, c'est que Les Bronzés font du ski a été tourné à Val d'Isère. Et donc si Popeye et Gigi aujourd'hui retournent à Val d'Isère, c'est sûr qu'il n'y a plus de crêpes au sucre à Val d'Isère. Ça a disparu. On est dans une station d'altitude qui s'est considérablement premiumisée. On a mis à bas tout l'urbanisme de stations des années 70 et on a construit à la place spa, resort, hôtel étoilé, etc., etc., pour le très haut de la toupie. Et puis après, plus bas dans la vallée, vous avez d'autres stations où il y a moins de neige et on est resté plus dans son jus. Et donc vous voyez comment aussi le marché du sport d'hiver, qui encore une fois n'a jamais été totalement démocratisé, mais c'est complètement scindé et segmenté et donc répond à cette logique de démoyennisation par le haut. Ces phénomènes sont importants, mais les phénomènes sociologiquement et peut-être politiquement les plus lourds de conséquences, c'est ce qui s'est passé dans le bas de la toupie, et ce qu'on appelait, nous, la démoyennisation par le bas. Alors attention, ou plus exactement le désarrimage du bas de la classe moyenne. Alors attention, notre propos, c'est pas de dire que ces gens sont devenus de plus en plus pauvres et que la pauvreté augmente en France. On ne va pas nier, notamment dans une région comme la vôtre, l'existence de ces phénomènes de grande pauvreté en France. Ils existent. Mais ce n'est pas le phénomène majoritaire. Le phénomène en dynamique, c'est le désarrimage du bas de la classe moyenne. Mais c'est un désarrimage qui est relatif. Pour me faire comprendre, je vais, comme Mandras, prendre une image qui n'est pas celle de la toupie, mais qui pourrait être celle du peloton du Tour de France.
en disant la société française, c'est le peloton du Tour, et on est une société de la consommation. Et donc, il y a une seule règle dans ce Tour de France sociologique, c'est qu'il faut que la vitesse moyenne du peloton augmente en moyenne de 1 à 2 km/h par an. C'est la croissance. La conso, c'est comme le vélo, si vous ne pédalez pas, s'il n'y a pas de croissance, vous tombez. Donc il faut 1 ou 2 km/h de plus par an, ou 1 ou 2% de croissance en plus. On se dit, il n'y a pas mort d'homme, 1 ou 2 km/h en plus par an, ça doit être atteignable. Effectivement, au bout de 5 ou 6 ans, vous avez votre peloton qui va être étiré. Mais à ce régime-là, en 15 ou 20 ans, le peloton, il est coupé en deux. Il y a la première moitié qui s'est accrochée, qui a suivi la cadence imposée, et la deuxième partie du peloton qui n'a pas démérité, qui sans doute objectivement pédale un peu plus vite qu'il y a 15 ans, donc il y a un niveau de consommation et de vie qui est un peu meilleur qu'il y a 15 ou 20 ans, mais qui voit inexorablement l'avant du peloton s'éloigner. Elle n'arrive pas à suivre cette cadence-là, et qui en ressent du coup un sentiment de frustration, de déclassement et d'injustice immense, en disant nous, on a rempli notre part du contrat vis-à-vis de la société. Comme aurait dit un ancien président de la République, on est la France qui se lève tôt, on est la France qui bosse. Sauf que, comme on disait sur les ronds-points en novembre 2018, une fois qu'on a tout payé, la question étant qu'est-ce que vous mettez dans tout payer, il ne reste rien à la fin du mois. Et donc c'est ce sujet-là, le désarrimage du bas de la classe moyenne, qui est absolument central. Pour le documenter, encore une fois, et je vais vite, on peut regarder quelques indices de tout ça en utilisant la même méthodologie que ce que nous avons employé pour le haut de la pyramide, en regardant les stratégies de certaines enseignes ou de certaines marques qui ont développé ce que nous on appelle un marché secondaire ou une offre secondaire. Vous savez, il y a le réseau principal et le réseau secondaire sur la route. Dans la consommation, c'est pareil. On a la consommation en bon français mainstream, les grandes marques, et puis maintenant, on a des offres secondaires qui sont calibrées pour ma deuxième partie de peloton qui n'arrive plus à suivre la cadence. Typiquement, si je reprends le secteur témoin qu'on a utilisé tout à l'heure, celui de la grande distribution, le surgissement d'une offre secondaire en matière de grande consommation, distribution, c'est l'arrivée du hard discount. Les Aldi, les Lidl, etc., etc. Les premiers arrivent à la fin des années 80 en France. On peut prendre un deuxième exemple, le marché automobile, avec le cas de la marque Dacia. Vous vous rappelez l'histoire de Dacia, marque entreprise roumaine rachetée par Renault. Et Renault se dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette usine? Eh bien, on va développer un modèle low cost, la Logan, sans option, qui va nous servir de fer de lance. On va la sortir à 5 ou 7 000 euros pour la conquête des marchés émergents. Parce qu'avec nos produits Renault, en Pologne, en Roumanie, en Turquie, au Maghreb, on ne passe pas, on est trop cher. Avec un truc low cost fabriqué en Roumanie, on va réussir. Et donc effectivement, Logan remplit sa mission et contribue au déploiement international de Renault sur ces marchés émergents. Et en 2005, chez Renault, quelqu'un a l'idée de tester la Logan en France. Alors l'idée fait grincer des dents, puisque certains disent, mais en France, la voiture, ça demeure quand même très très statutaire. D'autres disent, en paraphrasant un futur président de la République, on dépense un pognon de dingue en publicité pour expliquer aux Français qu'il faut acheter nos voitures full option. Et puis là, on va se tirer une balle dans le pied avec un truc qui est entrée de gamme sans aucune option. Bon, donc il y a des débats au sein du comité de direction de Renault. Et en 2005, on décide de procéder à un test marketing. Comme souvent, vous le savez, le choix de la zone test dit tout de la stratégie. Et au hasard, c'est un concessionnaire de Dunkerque qui reçoit les premières Logan à tester sur le marché. La réponse du Nord ne tarde pas à arriver au siège de Renault, les Logan cartonnent. Et donc on duplique l'exercice et il n'y a plus que seulement les gens du Nord qui ont l'honneur d'avoir accès à la Logan, c'est toute la France qui peut l'en acheter désormais. Et donc vous voyez la courbe, les ventes explosent, on multiplie par 2 chaque année, les marketeurs rentrent dans la danse et donc ils se disent il faut qu'on élargisse la gamme, on n'a que la Logan, donc en 2008 on sort la Sandero, et l'apothéose c'est en 2009, on a le Duster, qui est un peu le SUV du gilet jaune. Vous ne pouvez pas acheter un SUV, c'est et donc on arrive à 110 000 véhicules vendus en 2010. Ensuite on a la crise économique, dette souveraine, de crise de la zone euro, donc le marché automobile se tasse, et puis repart de l'avant, et en 2018, Dacia a écoulé plus de 141 000 véhicules en France.
Ce qui fait de Dacia la 3e marque la plus vendue en neuf sur le marché des particuliers. Vous savez, il y a aussi le marché des flottes d'entreprises qui répond à d'autres logiques. Mais sur le marché du particulier, Dacia est numéro 3, alors qu'il y a 15 ans, ils n'existaient pas en France. En 2020, ils ont lancé une campagne de communication pour fêter leur 15e année de présence en France. Et le slogan résumait jusqu'à la quintessence cette notion de marché secondaire ou d'offre secondaire. Le slogan était le suivant: depuis 15 ans, nous vous rendons le plaisir du neuf accessible. Sous-titre: si vous ne pouvez plus acheter les marques classiques, pas de stress, vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'occasion ou des modèles dégradés, vous pouvez acheter du neuf chez nous. On est juste calibré juste en dessous, et je reviens sur ma ligne de flottaison, ma deuxième partie de peloton. Donc le développement de cette offre secondaire sur tous les marchés est pour nous le symptôme du désarrimage du bas de la classe moyenne. Il y a un autre symptôme, une autre série de symptômes qu'on peut déceler quand on regarde le comportement de ces consommateurs concernés par ce désarrimage relatif, c'est l'adoption de ce qu'on a appelé des réflexes d'économie de débrouille. J'ai un pouvoir d'achat contraint, j'ai une liste des courses qui augmente chaque année un peu plus en nombre de postes de dépenses. Je caricature, les écrans plats, les smartphones, l'esthéticienne, etc., le jacuzzi. Et donc, comment je fais rentrer tout ça? Et bien donc, on a une économie de la débrouille qui s'est mise en place avec différentes ficelles. La première, bien évidemment, c'est de se fournir et d'aller faire ses achats sur les enseignes ou les marques d'offres secondaires. On fait ses courses chez Lidl, on roule en Dacia, c'est moins cher. Deuxième élément, regardez le succès des sites de revente de particulier à particulier, comme un site comme Le Bon Coin, qui explose. Autre élément, à côté du hard discount, le développement de toutes les enseignes type faillitaire, achat malin, vente à bas prix, donc les Stocomanie, les Nose, les Jiffy, les idées de génie. Donc 81 magasins Jiffy, on en a 427 en 2016. Au passage, ils ont absorbé un concurrent qui s'appelait La Foire Fouille. Regardez aujourd'hui, venant un peu plus au nord que chez vous, de Hollande, une enseigne comme Action, hard discount non alimentaire, plusieurs centaines de références à moins d'€1. Ils sont arrivés sur le marché français en 2012. Ils revendiquaient l'année dernière 700 magasins déjà, en 10 ans. Donc ils sont sur le même rythme de déploiement commercial que ne l'était Intermarché au début des années 80. Donc tout ça participe aussi de cette économie de la débrouille. Autre élément dans l'économie de la débrouille, le statut d'auto-entrepreneur qui s'est beaucoup développé, souvent pour compléter une retraite qui est trop modeste ou un temps partiel. Autre élément, autre ficelle de cette économie de la débrouille, le crédit conso. On parle beaucoup en ce moment dans le débat de la dette publique. Regardez l'endettement privé uniquement sur la consommation. On n'a pas fait figurer le crédit immobilier qui a été multiplié quasiment par 4 en 25 ans. Là aussi, tout ça ne commence pas dans les années 90, mais l'apparition d'un terme et d'un concept comme crédit revolving, c'est ces années-là. Le petit bonhomme vert de CTLM, les grosses campagnes de pub qui matraquent, c'est à ce moment-là, au même moment où Lidl arrive en France, où la Logan après va se développer. Et donc, encore une fois, c'est pour s'adresser à ma deuxième partie de peloton qui n'arrive plus à suivre la cadence de la société de consommation. Enfin, si vous avez utilisé et employé toutes les ficelles de cette économie de la débrouille et que vous n'arrivez toujours pas à surnager, il y a un dernier recours possible qui s'appelle la Française des Jeux. 6 millions de chiffres d'affaires en 2000, près de 18 milliards l'année dernière. Avec comme fer de lance tous les jeux de gratte-gratte, avec perspective de gains immédiats et rapides, pas cher. Le but, c'est pas d'acheter le château en Espagne, c'est juste de remplir le frigo ou de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et donc la Française des Jeux existe depuis très longtemps, mais les jeux de gratte-gratte avec l'inénarrable Morpion, qui était la tête de série, tout ça, c'est la fin des années 80, le début des années 90. Et le succès phénoménal de la Française des Jeux, c'est pas fait au détriment des concurrents, puisque le PMU continue d'enregistrer chaque année depuis 10 ans un montant moyen de mise de 10 milliards par an. Donc ça aussi participe à toute cette économie de la débrouille.
Vous vous souvenez que quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, on avait assisté à ce que certains journalistes sarcastiquement avaient appelé les émeutes du Nutella. Intermarché, encore eux, avait lancé une grande promo sur le pot de 850 grammes de pâte à tartiner Nutella. Moins 75%, messieurs, dames, ça ne se refuse pas. Et Intermarché savait pertinemment ce qu'il faisait. Il lance la campagne le 20 du mois. Le 20 du mois, toute la France des ronds-points, comme le dit avec ces mots, elle ne peut pas se payer de la marque, ou elle ne peut plus se payer de la marque. Et là, c'est l'occasion rêvée de faire plaisir aux enfants, d'acheter du vrai Nutella à pas cher. Donc, rués dans les rayons d'Intermarché, les consommateurs se battent pour avoir leur pot de Nutella. On est obligé de contingenter 2 pots par personne. Certains reviennent parce qu'ils en ont planqué dans d'autres rayons. Vous les retrouvez après sur Facebook en vente, etc., etc. Donc, il y a plein d'articles dans la presse. Nos sociologues universitaires qui n'ont jamais d'œillère idéologique disent « Ah, ben voilà, on a les prémices des émeutes de la faim ». Nous, à l'IFOP, plus modestement, on dit « Bon, on se calme, hein, c'est de la pâte à tartiner. Une majorité de Français ont encore à quoi manger ». Néanmoins, plus sérieusement, voyez le poids délirant qu'ont certaines marques dans l'imaginaire collectif. Il y a un grand penseur français qui s'appelle Jacques Séguéla qui avait dit si à 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. La France des ronds-points, elle dit si à 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes mômes, tu es un cassos. La place que j'occupe dans la société est définie par l'enseigne de grande distrie que je fréquente et par les marques que je peux me payer ou que je peux offrir à mes enfants. Un historien français, Jean-François Sirinelli, qui a beaucoup travaillé notamment sur la France des années 60, et il a cette belle formule. Il nous dit la France des années 60, c'est une société du bonheur différé. À l'époque, il faut se référer à un grand film de sciences politiques, là, les Don Camillo et Pepone, donc c'est italien, mais on avait la même à la maison, et dans une région comme la vôtre, ça parle. À l'époque, on avait encore 35% de gens qui allaient à la messe tous les dimanches, en 1960. Et dans l'autre crèmerie, on avait 25% d'électeurs à chaque élection qui votaient communiste. Pas de risque de double compte, hein, parce que ceux qui avaient la carte, en général, n'allaient pas à la messe. Et donc, on avait plus de la majorité de la population qui était dans ces deux imaginaires-là. Quand on était du côté de Don Camillo, on se disait, bon, aujourd'hui, on mange peut-être des cailloux, mais là-haut, ce sera sympa. Et donc, on a un horizon d'attente. L'autre crèmerie, il mangeait aussi des cailloux, mais il disait, camarades, ce soir, la révolution, demain, la société sans classe. Et donc, là aussi, il y avait un horizon d'attente. Partout en France, peut-être un peu moins chez vous, au début des années 60, vous avez plus d'une majorité de la population qui, à une génération, est d'extraction paysanne. Et donc, qui savait qu'encore, avant de récolter, il fallait avoir semé. Donc, il y avait des horizons d'attente et une capacité à gérer ces formes de frustration. Dans une économie de la consommation qui est passée maintenant à la saison 2, voire à la saison 3, tous ces horizons d'attente ont été pulvérisés. D'après les données de l'IFOP, on a 3 à 4% de gens qui vont à la messe tous les dimanches. Et on a 2,5% d'électeurs qui ont voté pour Fabien Roussel à la dernière élection. Donc le bonheur, c'est ici et maintenant. C'est ce que je peux me payer, ce que je peux offrir à mes enfants. Et donc, vous voyez que dans ce contexte-là, la question du pouvoir d'achat est absolument explosive. Parce qu'il y a la définition classique du pouvoir d'achat, c'est comment les ménages arrivent à subvenir à leurs besoins et faire vivre leur famille. Donc rien que pour ça, ça nécessite que le politique s'en préoccupe. Mais de tout ce qu'on vient de dire, on peut aussi déduire que le pouvoir d'achat revêt une dimension éminemment symbolique et politique. Pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter. Dans une société de consommation, le citoyen est avant tout consommateur, et un de ses premiers droits individuels, c'est celui de consommer. Si ce droit lui est refusé, s'il est contraint, freiné ou brimé dans ce droit-là, alors il a le sentiment de ne plus être un citoyen de première catégorie, mais d'être un citoyen de seconde zone, un citoyen déclassé. Pour terminer, je voudrais évoquer la question comment on articule tout ça avec la question du changement climatique. On a une part croissante de la population qui est sensible à cette question. Une journée comme aujourd'hui nous fait sentir que ça chauffe. Mais jusqu'à présent, nos décideurs ont identifié un obstacle majeur qui est véritable, qui est comment on accompagne les milieux les plus modestes à bifurquer écologiquement. Isoler votre logement, passer à une voiture électrique, donner davantage d'aliments bio à vos enfants, etc. Les gens ne sont pas contre, plutôt convaincus, mais
Encore faut-il les accompagner. Donc là, il y a un gros sujet. Comment on va résoudre ça? Si tant est qu'on le résolve, il y a un deuxième verrou qui est peut-être encore plus puissant, qu'un verrou culturel et psychologique. C'est comment on fait prendre du recul et on désintoxique toute une partie de la population vis-à-vis de ce modèle hyper consumériste, qui fait que je me réalise et je définis et je construis ma place dans la société par ma capacité à consommer. Et donc ça, c'est une autre paire de manches. Et ça va être un véritable sujet. Je parlais tout à l'heure du zéro artificialisation nette. Vous voyez ce qui se passe avec les ZFE, etc. etc. Les choses sont parfois contradictoires et vont dans le bon sens, mais regardons le poids encore de cet imaginaire de la consommation qui, en fait, a été martelé depuis 50 ou 60 ans par des années de publicité, et on a mis un pistolet sur la tempe de personne. Les gens sont très contents d'aller le week-end dans les zones commerciales de périphérie. Et voyons comment tout ça est ancré très profondément, même de manière parfois paradoxale. Prenons le cas d'une enseigne, une plateforme de revente entre particuliers comme Vinted, qui bénéficie d'un magnifique succès en France. Et donc on se dit, bah là c'est super, on réhabilite la seconde main, on remet au goût du jour le fait de porter des habits qui ont déjà été portés par d'autres, etc., etc. On rompt avec la fast fashion, en oubliant que dans le même temps, une enseigne comme Shine cartonne elle aussi tout autant. Mais donc, il y a un modèle écologiquement vertueux et culturellement vertueux dans Vinted. Bon, très bien. Les enquêtes nous montrent que 70% des sommes qui sont récoltées par les vendeuses, c'est 97% des femmes, sur Vinted, repart en achat de neuf. Hein, donc c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, je me suis séparé d'un certain nombre d'habits, ça peut dépanner quelqu'un, moi j'ai un complément de pouvoir d'achat, mais la puissance addictive de la consommation demeure très présente. Un des slogans de Vinted, c'est optimiser votre dressing. Hein, donc faites la place pour pouvoir vous redonner du pouvoir d'achat, et quand je pourrai acheter, eh bien le fait que je puisse acheter, je me sens véritablement consommateur. Donc voilà un petit peu dressé à grands traits les éléments que je voulais aborder avec vous sur cette métamorphose française qui, vous le voyez, nous parle parce que nous avons tous été témoins et acteurs, mais le sentiment qu'avec mon co-auteur, on voulait insuffler au lecteur, c'est un peu le sentiment que vous pouvez avoir quand un mois de novembre, un dimanche pluvieux de novembre, mais il n'y en a jamais chez vous, vous ouvrez l'album de famille. Vous connaissez tout le monde, c'est la famille. Mais quand vous ouvrez les premières pages, vous dites souvent putain, on a changé quand même. Là, voilà, ce livre, c'est un peu l'album de famille collective des Français. On fait tous partie de la famille, mais on a quand même pas mal changé. Merci à vous. Merci. Merci Jérôme Fourquet de nous avoir remis devant certaines réalités qui pour nous font partie de notre quotidien, mais que l'on voit qu'elles correspondent à des stratégies bien organisées. Vous avez l'opportunité de poursuivre avec Jérôme Fourquet cet après-midi, demain et ce week-end, puisqu'il va dédicacer son bouquin au pied de l'amphi. On avait prévu 3-4 questions, je vous en propose 2. Donc si vous avez 2 questions à poser, après, on vous invite sous le patio à prendre un petit verre, on en a besoin. Alors juste, et précision, le PowerPoint, il peut être diffusé derrière, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc si vous souhaitez avoir le PowerPoint, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'agence. On se fera un plaisir de vous le communiquer. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Et on va, sans abuser, en prendre 2. C'est ce que je vous propose. Pierre Thieffry, si vous aviez fait une conférence sur l'Allemagne, quel aurait été le point qui aurait été différent? Sur l'Allemagne? Alors, moi, j'essaie de travailler sur un pays que je connais un peu, la France. Donc l'Allemagne, j'ai pas toutes ces données-là en tête. Bien évidemment, toute une série des phénomènes qu'on décrit sont pas proprement français. Une fois qu'on a dit ça, je pense que chez nous, on a poussé un certain nombre de curseurs très très loin.
En termes de désindustrialisation, là, il n'y a pas photo entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe chez nous. On a beaucoup plus désindustrialisé. Mais il ne faudrait même pas se comparer qu'aux Allemands. Le poids de l'industrie dans le PIB britannique, espagnol ou italien est supérieur au nôtre. Parce qu'à chaque fois, on se flagelle en regardant les Allemands, mais même avec nos concurrents directs, on est là-dessus. Et autre spécificité ou différence, je vais très vite, allemande, vous avez encore aujourd'hui une majorité du commerce qui s'effectue encore dans des boutiques de centre-ville en Allemagne. Ils ont aussi leur zone commerciale de périphérie, mais qui ne se sont pas aussi développées que chez nous. Alors, ils n'ont pas non plus ces grandes familles de la grande distribution. Tout ça aussi s'est enchaîné avec des décisions politiques. Vous êtes une agence de développement et d'urbanisme. La décentralisation en matière de permis de construire, sur l'urbanisme commercial, le fait que dans les années 80-90, beaucoup de maires se sont dit « mais c'est super, si le Leclerc ou l'Auchan arrive chez moi, la taxe pro, elle sera pour moi, les emplois seront pour moi, et quelque part aussi en termes de désirabilité et de rayonnement, je serai la commune qui accueille le Auchan et le Carrefour. » Et donc, il y a eu ces choix aussi d'aménagement qui ont été particuliers en France et qui, voilà, donc c'est deux distinguos, mais le nuage de points ressemblerait quand même, sinon un peu, à ce qu'on observe chez nous. D'être présent l'année prochaine à l'Assemblée générale pour faire le parallèle avec l'Allemagne. Une seconde question ? Les gens ont soif. Eh bien, écoutez, je vous propose d'en rester là. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci d'être venu. Merci, Monsieur Fourquet. Et rendez-vous dans le patio.